Bonsoir à tous, c'est l'après-match sur sportauvergne.fr. Ça s'est terminé il y a quelques petites secondes. L'ASM a enchaîné une 4e victoire en dominant Brive ce soir 25-6. Victoire bonifiée pour Clermont grâce à ses 3 essais inscrits en première mi-temps. Et pour débriefer cette rencontre, nous accueillons Patrick Ladouce, co-entraîneur de Clermont-Cournon. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Et Fred Silva de la rédaction des sports de la montagne. Salut Fred. Bonsoir. L'essentiel est là, la victoire. Avant de nous plonger plus dans le contenu et dans le détail de ce match, qu'est-ce qu'on retient ? On retient la victoire, bien sûr, mais il y a cette deuxième mi-temps qui laisse un petit goût amer, un petit goût d'inachevé dans ce match. Oui, dans un premier temps, il faut retenir la victoire qui est bonifiée. Donc ça rapporte des points importants à l'équipe. Je pense que c'est l'essentiel de ce soir. Et après, bien sûr, en tant qu'entraîneur, il faut voir ce qui n'a pas fonctionné pour le corriger pour la prochaine échéance. La victoire, voilà, c'était ce qu'il fallait. Clairement, on restait sur 3 succès. L'essentiel est assuré, cette victoire dans ce 95e derby, mais c'est vrai que cette deuxième mi-temps à 0 points laisse un petit goût d'inachevé. C'est vrai, ouais, voilà, le bonus est là, il fallait suivre le rythme un petit peu infernal que mène actuellement le Racing, donc Clermont n'est pas décroché. Et puis effectivement, il y a 2 visages, il y a cette première mi-temps où Clermont est plus fort, plus précis, plus rapide et arrive à marquer des essais. Ils auraient même, en étant plus réaliste, encore marqué plus dans le premier acte. Et puis la deuxième période où là les Clermontois étaient dans plutôt de la maîtrise de la gestion, peut-être mauvaise gestion même. Et puis après peut-être qu'on débriefera un peu plus, mais voilà, certains choix aussi peut-être qui n'ont pas été payants. Oui, on va revenir plus sur cette première mi-temps donc, qui permet à Clermont d'enchaîner ce 4e succès. Grosse entame de match des Clermontois qui a asphyxié Brive sur ces 40 premières minutes. Les Corésiens n'ont quasiment pas eu la balle. Clermont n'a pas scoré tout de suite. Clermont a ensuite être patient et mettre son jeu en place petit à petit. Oui, on a vu une entame de match qui était très intéressante où les Clermontois ont joué rapidement sur l'extérieur avec des courses très intéressantes de nos 3 quarts derrière qui ont permis de créer des surnombres. Ça n'a pas scoré tout de suite et après cela, donc, les brévistes sont venus chez nous 1 ou 2 fois, malheureusement, et ces 2 fois ont été plutôt bonnes pour eux puisqu'ils ont scoré, donc assez réalistes. Ce qui fait qu'au bout d'un quart d'heure de jeu, je crois qu'on est à 6-6. Et ça ne reflète pas, d'après moi, les intentions clermontoises qui sont plutôt bonnes et qui sont dominatrices à ce moment-là. Et puis après, on voit que le jeu de Clermont se met en place avec une défense très bien organisée, une alternance du jeu au près pour leur serrer et le jeu au large qui était intéressante. Puis au bout d'un moment, les brevistes craquent. Et tout à fait logiquement, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain, quoi. Oui, Clermont a confisqué la balle, Brive va passer son temps à défendre, et quand on passe son temps à défendre face à une équipe comme Clermont, forcément, au bout d'un moment, ça finit par céder. Oui, surtout avec le gaz des arrières, des 3 quarts, plus Spéciato qui s'est mêlé un petit peu aussi aux courses des 3 quarts, qui est venu beaucoup proposer en sortant les ballons rapidement des zones de ruck et surtout en dynamisant le jeu. Moi, j'ai été impressionné par son activité vraiment en 3e ligne, notamment en première période. Et puis en plus, après, avec les 3 quarts qui arrivent lancés, c'est vrai que Clermont est venu marquer ses essais en première mi-temps. C'était ce qu'il fallait faire face à une équipe de Brive qui on sait assurer son maintien quasiment en top 14, qui venait sans pression ici. Fallait faire une grosse entame pour leur montrer qu'il ne fallait pas espérer quelque chose aujourd'hui. Oui, je pense qu'il fallait à tout prix chercher à montrer aussi bien aux brevistes qu'aux équipes qui vont venir chez nous que justement le stade Marcel Michelin est encore une citadelle difficilement prenable, puisqu'il n'est plus imprenable maintenant, difficilement prenable, et pour ça il fallait faire une très grosse entame, c'est ce qu'ils ont réalisé, faire une très grosse mi-temps, c'est ce qu'ils ont fait. Après, encore une fois, il y a des choses à corriger sur la deuxième mi-temps, mais ils ont mis en place le jeu qu'il fallait, je vous le dis encore une fois, avec une capacité à pouvoir très très vite étirer la défense grâce à un éloignement des ballons, des zones d'affrontement très rapides, et puis bien sûr des 3 quarts qui sont hyper bien organisés, très rapides, des courses rentrantes qui fixent l'adversaire, on crée des décalages. Et puis 3 joueurs clés derrière qui sont centre ailier arrière qui permettent véritablement de créer la différence à chaque moment. Et puis ensuite des avants qui ont su véritablement assurer les conservations sur du jeu au sol exclusivement. Ça me gêne toujours un petit peu. Moi j'aime bien avoir quelques ballons portés, des organisations de jeu debout qui permettent véritablement de sortir les ballons plus vite, de fixer la défense. Il y en a eu un peu moins. Il y en a eu beaucoup moins. On a privilégié le jeu au sol, mais on a été assez bon là-dessus en premier temps parce qu'on a assuré la conservation et on les a beaucoup resserrés là-dessus. Et ensuite on était très très bon encore une fois sur cette défense que j'aime beaucoup voir moi à Clermont, où on voit une toile d'araignée qui se tisse et dans laquelle les adversaires s'infiltrent. Et là à ce moment-là, après il y a les contestes qui se mettent en place, on récupère des ballons intéressants. C'est les meilleurs ballons à jouer par la suite. Cette araignée, justement, c'est le but, c'est d'enfermer la balle, justement. Ouais, alors il y a 2 possibilités. On voyait soit elle consiste à soit très vite fermer les extérieurs pour les ramener sur la zone d'affrontement, soit alors faire un petit entonnoir dans lequel les gens viennent s'engouffrer. Et là, on les fait tomber et très vite ensuite on vient roquer
pour essayer de récupérer la balle, et c'est ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises, donc ça a été payant et ça a été bien organisé. Malheureusement, après on le verra après, mais en deuxième mi-temps, tout ça on l'a pas vu et on a subi, et c'est là où les brévistes ont commencé à jouer en avançant, et là ça nous a posé des problèmes. Ils ont eu plus d'espace. Pour finir sur cette première mi-temps, ce qui a bien fonctionné aussi, c'est la mêlée fermée. On savait que Brive était déplumé à gauche avec Gevelidze qui n'est pas joué depuis le mois d'août, il manquait ce soir Siègevili et Lucas Pointu. Clermont a clairement dominé dans ce secteur, et ça aussi, ça s'est confirmé. Enfin, sur cette première mi-temps, c'est pas étranger à la forte domination clermontoise. Je dirais même mieux, je pense que ce point-là a été le point clé de la première mi-temps, puisque c'est celui qui a permis véritablement de mettre à mal l'équipe briviste et de lancer également le jeu clermontois. Donc ça a été le gros point fort de cette première mi-temps. Ouais, c'était très propre. Ouais. Et puis les lancers en touche, la conquête en mêlée fermée, mais en touche aussi. On pensait des brivistes avec cette troisième ligne, un petit peu cette deuxième ligne qui était assez performante. On pensait que les Clermontois allaient être en difficulté dans ce secteur. Ils ont quand même contesté quelques ballons. Donc voilà, il y a une satisfaction quand même globale dans la conquête. Alors voilà, cette première mi-temps, tout a bien fonctionné, et avec ce score de 25-6 et ce score final de 25-6, vous l'aurez compris, donc aucun point en seconde mi-temps, et Clermont se fait peur sur la fin parce que Brive est à 5 mètres de l'embut et quasiment sous les poteaux sur la fin de match, et peut priver Clermont du bonus offensif. On l'avait déjà vu, il y avait même ce même type de scénario face à Oyonnax, et ça a failli se reproduire aujourd'hui. Comment expliquer justement cette deuxième mi-temps, ce visage de la seconde mi-temps? L'explication qu'on peut en faire ce soir, du moins, on ne peut pas étalonner ça sur l'ensemble des rencontres qui se sont produites précédemment, mais ce soir, je pense que le banc n'apporte pas forcément ce qui est attendu à ce moment-là, notamment sur les mêlées, qui a été notre gros point fort en première mi-temps, et puis qui tout à coup, suite au carton jaune de Gentil, se transforme, et on voit une mêlée clermontoise qui d'un coup commence à subir, commence à faiblir, et du coup, derrière, tout notre jeu en pâtit, et les brévistes reprennent confiance en eux, et ensuite recommencent à mettre du jeu en place et nous mettent à la faute, et c'est ce qui fait qu'après derrière on est moins bien organisé en défense, on subit, et eux ils avancent tout le temps et nous mettent en difficulté, et ils nous font peur, et après nous contestent également des ballons en touche, puisqu'ils ont récupéré un ballon en première mi-temps, ils en récupèrent 2 en deuxième mi-temps. Ça nous fait quand même pas mal de déchets. Les points forts sont devenus des points faibles en deuxième période. Et puis, une petite inquiétude aussi avec Vincent Debatty, qui est rentré en jeu à la place de Raphaël Chaume. Qui est sorti très rapidement. On l'a pas forcément vu blessé, sortir boitillant ou quoi que ce soit. Alors, il s'est fait pénaliser deux fois, si je ne me trompe pas. On pouvait s'attendre, justement, il y avait 6 avants sur le banc, parce que Twikouvou, qui devait débuter, en fait, était malade et remplacé par Ituria. Mais c'est vrai que, de manière globale, on ne va pas faire du cas par cas, mais de manière globale, c'est vrai que les 6 avants qui sont rentrés, on a vu Paul Gédrasiak un petit peu émoussé aussi. Là, on aurait pu s'attendre à une rentrée un peu plus punchy du deuxième ligne. La fatigue, certainement aussi. Ça s'explique, c'est un jeune joueur qui a eu des chances internationales très importante, et puis qui revient au club, peut-être le coup de la fatigue, la déception également, parce qu'il n'est pas revenu dans le groupe, fait que... puis c'est peut-être pas un hasard aussi, que Guinoves le laisse un peu souffler, de côté un peu, pour pas trop le griller non plus. Est-ce qu'on peut mettre aussi justement ce visage de la seconde mi-temps sur le fait que Clermont menait largement? Est-ce qu'ils se sont dit ça va passer en deuxième mi-temps, ça va le faire? Parce que Clermont a eu des occasions aussi sur la deuxième mi-temps de scorer, notamment une belle action par Toeava et puis Raka, avec un essai refusé pour un avant. Est-ce qu'ils se sont dit trop tôt justement que le match était joué, était plié? J'ai pas eu cette impression, moi. C'est pas l'impression que ça a donné dans les tribunes. On avait l'impression au contraire que c'est une équipe qui voulait continuer à marquer. Malheureusement, encore une fois, les points forts qu'on a eu en première mi-temps sont devenus nos points faibles, et ça a été difficile. Quand je disais tout à l'heure que la mêlée a été pour moi le point fondamental de cette première mi-temps, on s'aperçoit qu'en deuxième mi-temps, quand on l'a plus, on n'est plus aussi serein, et je pense que dans les têtes, ça a joué quelque chose, parce que les intentions étaient les mêmes d'après moi. On voit comme une équipe qui est portée véritablement sur l'offensive, sur l'idée véritablement d'aller mettre l'adversaire en difficulté. Moi, je regrette simplement que notre mêlée n'ait pas réussi à réagir en deuxième mi-temps, que notre touche n'ait pas été aussi brillante, et puis peut-être encore une fois qu'on change peut-être nos systèmes de jeu, peut-être plus occuper le jeu au pied, peut-être davantage faire de ballon porté, voilà. Alors on a vu à l'instant que les remplaçants n'avaient pas forcément apporté ce qu'on attendait d'eux. On va enchaîner avec les top flops. On va parler d'un joueur plus précisément. C'est Noah Nakaitasi qui est aligné au centre avec Aurélien Rougerie. Ça faisait plus d'1 an qu'on n'avait pas vu Noah Nakaitasi à ce poste. Quel est votre sentiment, Patrick? On a vu des courses assez tranchantes justement. On en a parlé sur la première période. Des choses qui vous ont plu. Oui, notamment sur les 2 premières actions où il prend le ballon après Aurélien, et là on voit ce que je vois pas depuis très longtemps. Un centre qui arrive. En plus il a
des capacités d'explosivité que peu de joueurs ont, donc il met beaucoup de vitesse, mais cette vitesse, il la met pas en travers du terrain, il la met vraiment dans l'axe du terrain, donc il rentre très fort, ce qui fait qu'il va s'arrêter immédiatement les défenseurs, ça en arrête deux, ça crée un décalage extérieur, et c'est là-dessus qu'on peut marquer en première mi-temps. Et d'ailleurs, une fois, on marque grâce à lui, parce qu'il rentre sa course, après il la rentre un peu plus, un peu trop. Et sur le deuxième essai de Raka, c'est lui qui a l'origine. Il y a un décalage extérieur, et ça crée un essai, donc ça c'est intéressant. Je pense que c'est un joueur à faire peut-être travailler dans ce registre-là, avec plus de courses droites, rentrées, un peu moins longues, pour créer véritablement ce surnom extérieur et pouvoir ensuite décaler les ailiers. C'est ça. Je rebondis, il apporte de la vitesse, de la puissance, et il vient se proposer. Et dès qu'on le voit arriver, c'est vrai que c'est assez impressionnant en première mi-temps. Oui, il y a deux percées qui sont énormes, il perce rideau défensif, et puis là, après, même le soutien tarde un petit peu à venir sur une de ses actions, je me rappelle en première mi-temps. Mais oui, c'est peut-être une bonne pioche, enfin, en tout cas une bonne découverte, même si déjà la SM l'avait testé à ce poste. Est-ce qu'on peut le voir au centre, justement? Est-ce que son poste, est-ce qu'il peut glisser vers le centre de manière plus permanente? Je vous rappelle qu'un joueur a fait comme ça, c'est Aurélien Auger, il a commencé à le centre avec bonheur. Moi, ça me plaît beaucoup parce que j'aime bien ces centres qui créent de l'incertitude. Ces centres, ces bulldozers là, qui traversent les lignes ou qui cassent les lignes, c'est bien, mais des joueurs qui créent de l'incertitude, j'aime beaucoup, et ce joueur-là peut créer de l'incertitude. Maintenant, il va falloir véritablement discipliner son jeu. Je pense que Franck va le faire bosser là-dessus pour véritablement créer véritablement du jeu après lui, et il en est capable. C'est ça. Il y a des joueurs un petit peu encore à garder le ballon, on l'a vu sur 2-3 actions. Il y a des joueurs très bons aussi autour de lui, des Raka, des Toyava, qui ont marqué des points aussi ce soir, et on a vu certains automatismes, comme sur cette action dont on parlait il y a quelques instants, avec cet essai refusé en deuxième période. C'est Toyava qui fait la passe sur un pas pour Raka. Il y a des choses intéressantes là à voir. Oui, on voit des joueurs avec des capacités d'agilité, de vitesse, et puis de transmission qui font qu'à chaque fois le danger est présent, quoi, et c'est dans la continuité de Nakatassi, donc ça c'est vraiment très très intéressant pour la SM. Un mot sur Brock James, on a vu son jeu au pied, hormis une pénale touche pas trouvée, sinon son jeu au pied a été intéressant ce soir. Il a mis la pression sur Gaëtan Germain sur plusieurs actions, toujours juste. Ouais, c'est un joueur, moi j'ai l'habitude de dire, c'est un joueur qui a des mains à la place des pieds. Il est capable de placer le ballon là où vous le mettez avec la main, lui il le met avec le pied, donc c'est fabuleux de voir jouer. Moi j'aime beaucoup cette capacité-là à pouvoir, avec son pied, placer le ballon exactement où il le faut et mettre une pression permanente sur l'adversaire. Ouais, puis il y a une vraie intelligence dans son jeu, ça se voit. Chaque coup de pied, c'est pas un hasard. Chaque passe, même au pied, c'est pas un hasard non plus. Tout est calculé chez ce joueur, et ça, c'est fantastique. Parfait, donc on va enchaîner tout de suite avec le quatrième thème de cette émission. Ce sont les doublons, on l'a dit au début, donc 4e victoire consécutive pour Clermont. Alors, depuis que le tournoi à destination a commencé, Clermont maîtrise son sujet. On l'avait déjà vu pendant la période de la Coupe du Monde où Clermont avait dominé le championnat. On le voit encore aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait que des périodes internationales pour que Clermont domine le championnat et garde cette première place. Clermont, force est de constater, effectivement, c'est gérer ces périodes internationales et les absences de ces joueurs cadres. Et depuis de nombreuses années déjà. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut relever, c'est que ça dure pas c'est pas d'aujourd'hui, quoi, ça dure depuis plusieurs saisons, ce qui prouve encore une fois que la formation qui est mise en place à Clermont est vraiment très très intéressante, parce que ce sont des jeunes joueurs. Si vous prenez Raka, si j'ai bien compris, il a encore espoir. C'est ça. Si je prends également cet arrière qui vient d'arriver, il a encore espoir. Ce sont de jeunes joueurs qui sont dans la formation du club. Ituria qui rentre, qui est également un jeune joueur du club. Voilà, ça veut dire que ces jeunes joueurs, Franck leur fait confiance, leur donne la possibilité de jouer au plus haut niveau, et puis ces derniers-là arrivent à s'affirmer et assurent pleinement leur rôle à ce niveau-là et permettent au club d'en être là où ils en sont. Donc il faut tout simplement féliciter les gens qui font confiance à ces joueurs, et puis bien sûr féliciter ces joueurs-là, parce que c'est une très belle chose. Moi je trouve que c'est beau, c'est bien. Moi qui suis porté sur la formation, c'est très bien. Et surtout on voit qu'au classement, Clermont, après cette mauvaise période, cette mauvaise place de janvier, aujourd'hui n'est pas décroché, justement, reste au contact du Racing Métro. C'était important d'enchaîner ces 4 victoires-là. Oui, ils sont pas largués, il fallait surtout pas. C'est vrai qu'à une certaine époque, après l'élimination en Coupe d'Europe, on voyait déjà Clermont mal se qualifier parmi les 6. Après, il y a eu peut-être les 4, ça va être compliqué. Et maintenant, finalement, ils sont toujours dans la lutte pour les 2 premières places. Oui, c'était important de gagner. Avec le bonus, c'était la petite cerise sur le gâteau. Et voilà, ils l'ont fait, on va dire, correctement en première mi-temps. Et puis, ils ont assuré après cette victoire bonifiée.
Et Parfait. Merci beaucoup en tout cas messieurs d'avoir débriefé ce match en notre compagnie. Bonne chance pour la suite de la saison avec Cournon et des échéances importantes qui arrivent là, quelques déplacements compliqués. Oui, on a 4 matchs, il faut gagner 4 matchs. On se déplace chez le deuxième et le troisième, on reçoit Vichy et Ussel, donc 4 matchs très importants qu'il va falloir négocier aussi bien que l'a fait l'ASM. Pour aller chercher ces phases finales, ça serait parfait. Merci en tout cas messieurs d'avoir été avec nous. Un grand merci aussi à Stéphanie Delaine qui a assuré la réalisation. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine donc pour l'avant-match, pour le prochain match clermontois. Ce sera face à Toulouse le week-end prochain. Donc avant-match samedi et après-match dimanche après-midi dans la foulée de la rencontre. Merci beaucoup, à bientôt, bonne soirée, salut.